Bonjour, je voulais remercier Arnaud de m'inviter à présenter mes résultats de recherche. Alors, la surdité est un modèle unique pour les chercheurs de privation sensorielle dans un premier temps, d'adaptation au handicap par l'apprentissage soit du langage des signes ou de la lecture labiale, et enfin de la réhabilitation grâce à la prothèse auditive et la réafférentation grâce à l'implant cochléaire. Vous connaissez ici la courbe d'apprentissage, vous voyez la flèche? Non. Comme tout le monde, je me mets à l'envers. Voilà. La courbe d'apprentissage avec un implant cochléaire. Donc là, vous avez ici la reconnaissance de monosyllabique avant implantation. Et sur la courbe du temps, au bout de 12 mois, vous voyez l'amélioration de la compréhension du langage oral. Simplement, cette courbe représente en fait des médianes. Et si vous voyez que si on représente toute la variabilité des patients, on voit qu'à 1 an, nous avons des patients qui vont comprendre 100% des mots et certains qui vont plafonner à quasiment aucune reconnaissance. Et donc pour les cliniciens et les chercheurs, c'est cette population-là vraiment qui pose problème pour essayer de comprendre pourquoi des patients ont un très mauvais bénéfice avec leur implant cochléaire. Déjà, des anciennes études ont montré qu'il y avait des facteurs prédictifs généraux qui pouvaient expliquer une partie des résultats, la durée de surdité sévère à profonde, l'âge à l'implantation et du début de surdité profonde. Ces deux-là ont un effet négatif. L'expérience avec l'implant cochléaire, je vous l'ai montré, a un effet positif. Et enfin, l'étiologie. Donc c'est Peter Blamey qui était à l'origine de ces recherches et qui avait modélisé les résultats en montrant ici les performances attendues avec l'implant sur une échelle de temps, avec le début de la surdité profonde, l'implantation. Vous voyez l'effet de l'étiologie qui n'est pas très important et l'effet très important de la surdité profonde qui a un effet délétère. Simplement, Peter Blamey avait montré que ces facteurs n'expliquaient en fait que 12% de la variance. Donc quand on a travaillé ensemble, on a mis à jour les données et on a pu étudier 15 nouveaux facteurs cliniques. Là, je vous montre uniquement ceux qui sont sortis les plus significatifs et en préopératoire. Donc l'audition résiduelle et l'intelligibilité préopératoire, tout ça c'est lié. L'utilisation de prothèses auditives avant l'implantation et pour la première fois, on montrait aussi que la surdité moyenne avait un rôle. Donc on a modélisé à nouveau ces données. Cette fois-ci, vous avez toujours l'échelle de temps et les performances attendues avec l'implant. Et vous voyez ici, maintenant, on a modélisé la durée de surdité moyenne qui a un effet négatif sur les résultats de l'implant. Quand le patient va passer en surdité sévère, vous voyez que maintenant on a deux courbes, mais qu'il y a une inflexion très importante de la pente avec des performances qui vont chuter. Ces deux inflexions de courbe en fait correspondent à la période de surdité sévère. Et vous voyez que si le patient avait deux prothèses auditives pendant la durée de surdité sévère et avant implantation, la pente était moins importante. Et là, il n'y avait plus aucun port de prothèse auditive pendant la durée de surdité sévère. Et vous voyez que les performances chutent drastiquement. Donc on peut imaginer que les prothèses auditives ont une sorte d'effet protecteur contre des réorganisations. Une fois de plus, avec tous ces facteurs en fait, généraux, nous n'expliquions que 22% de la variance. Donc une grande hypothèse est qu'une partie du reste de la variance, pas l'intégralité, pourrait être liée aux facteurs cognitifs. Nous sommes donc intéressés à l'étude de la mémoire phonologique chez des sourds candidats à l'implant. Les prérequis pour comprendre la suite de l'exposé est de savoir que le langage est principalement traité au niveau de l'hémisphère gauche et que le langage soit oral ou écrit. Vous avez ici les modèles reconnus, en particulier HIPOP et POPL. Donc ici, vous avez le traitement du langage oral. Et ce qui est intéressant quand on compare le traitement du langage oral et du langage écrit, si vous voyez qu'on a les mêmes zones de couleur, en mauve au niveau supérieur et en rose au niveau inférieur. C'est ce qu'on appelle la dissociation dorso-ventrale, toujours au niveau de l'hémisphère gauche, avec en haut ce qu'on appelle donc la voie dorsale, qui est la voie phonologique d'analyse, et la voie ventrale qui va permettre l'analyse lexico-sémantique. Et donc vous avez effectivement, c'est exactement les deux mêmes voies, que le langage arrive par l'auditif, donc la voie d'entrée sera ici au niveau temporal gauche, mais que si vous faites de la lecture, la voie d'entrée sera visuelle au niveau occipital. Mais après, vous aurez exactement les deux mêmes voies d'abord.
Donc l'idée de l'étude de sourds candidats à l'implant cochléaire était d'évaluer la mémoire phonologique, donc notre zone en mauve, de sourds postlinguaux. Comme l'entrée auditive n'était pas accessible, nous avons utilisé la lecture finalement pour atteindre la voix phonologique. Voici le paradigme expérimental. Nous avons comparé des adultes sourds postlinguaux candidats à l'implant cochléaire avec des contrôles normaux entendants appariés. Les sujets devaient faire une tâche phonologique dans une IRM fonctionnelle. Les sujets sourds étaient implantés et 6 mois après leur implantation, on regardait quelles étaient leurs performances avec l'implant. La tâche de rime, la tâche de phonologie était une tâche de rime relativement difficile qui se basait sur des pseudo-homophones. Vous voyez ici, les pseudo-homophones sont des mots de la langue française mais qui étaient mal orthographiés. Et donc, les patients devaient nous dire si ces 2 mots rimaient et donc avaient besoin d'une recomposition phonologique interne pour avoir accès à la rime qui était bonne ou pas. En même temps, nous avions regardé quelles étaient les capacités en lecture labiale des patients sourds. Donc voici les résultats comportementaux de la tâche de rime. Donc je vous rappelle, les patients doivent nous dire si 2 mots sur un écran riment ou pas. En haut, sur les histogrammes, vous voyez les résultats des performances entre les patients sourds en gris et les patients contrôle en blanc. Pas de différence de performance, c'est-à-dire que les 2 groupes arrivent à dire dans les mêmes proportions si les rimes sont exactes ou pas. Et pour ce qui est des temps de réaction, nous avons eu un résultat tout à fait inattendu et un peu paradoxal. Vous voyez que les sujets sourds ont des temps de réaction beaucoup plus courts que les sujets contrôle, c'est-à-dire qu'ils répondent beaucoup plus vite que les sujets contrôle. Et pourtant, ils ne répondent pas plus mal, puisqu'ils ont des performances équivalentes. Donc nous nous sommes intéressés en particulier aux sujets qui avaient d'excellentes performances en tâche de rime, qui avaient des performances supérieures à 75%. Et nous avons comparé les temps de réaction par rapport à tous les sujets contrôle, aux sujets contrôle qui avaient aussi très bonnes performances en rime. Et vous voyez les résultats sur les boîtes à moustaches, où nous avons un groupe de sujets sourds qui vont réaliser les tâches de rime de façon très performante, mais en même temps de façon très rapide. Donc ce qui était tout à fait inattendu. Comme les temps de réaction, manifestement, dans cette étude étaient intéressants, nous les avons corrélés au score d'implantation à 6 mois. Et vous voyez que l'on obtient, vous avez ici donc les scores de compréhension de parole avec l'implant et les temps de réaction, que nous obtenons une corrélation significative positive qui montre que les sujets ici qui font les rimes écrites de façon très performante et qui répondent très vite sont ici, les temps de réponse très courts. Vous voyez que les sujets auront des performances assez médiocres avec leur implant. Alors que les sujets qui vont répondre plus lentement à la tâche de rime auront de très bonnes performances avec l'implant. Là, vous avez en rouge les temps de réponse de 70% des sujets contrôle. Et en fait, on pourrait penser que ces sujets sourds répondent lentement. En fait, non, ils répondent de façon normale par rapport aux sujets contrôle. Donc nous avons vraiment cette population qui répond de façon extrêmement rapide, qui a de très bonnes performances de rime, mais qui, plus tard, ont une mauvaise compréhension avec leur implant cochléaire. Là, on a également pu réaliser une corrélation entre les temps de réaction et les capacités en lecture labiale. Et vous voyez qu'on obtient également une corrélation significativement positive avec ces sujets qui ont des temps de réaction normaux, qui sont des bons lecteurs labiaux, alors que ceux-ci, qui sont très rapides sur notre tâche écrite, sont de mauvais lecteurs labiaux et de mauvais implantés, entre guillemets. Donc, grâce à l'IRM fonctionnelle, nous avons pu essayer de comprendre ce qui se passait dans les cerveaux de ces gens. Donc, sur cette diapositive, je vais vous montrer ce qu'on appelle les corrélations positives avec les temps de réaction et les bonnes performances en implant cochléaire et en lecture labiale, c'est-à-dire les zones du cerveau qui sont utilisées par les gens qui répondent, les sujets sourds, qui répondent finalement avec des temps de réaction normaux, dans la limite des temps de réaction des contrôles. Et donc vous voyez que pour les temps de réaction normaux, les sujets vont utiliser cette zone temporale postérieure gauche qui, si vous vous souvenez des schémas, est une zone phonologique très importante. Cette même zone corrèle également avec les bons scores d'implant cochléaire et corrèle également avec les bons scores de lecture labiale.
Donc ce que ça veut dire, c'est que les sujets qui maintiennent un engagement hémisphérique gauche dans notre tâche de rime écrite sont également ceux qui ont une bonne lecture labiale et qui ont des bons résultats cochléaires, car ils potentialisent, ils continuent à utiliser finalement un réseau tout à fait normal, phonologique gauche. Pour ce qui est des sujets qui répondent de façon paradoxalement très rapide et qui sont très bons en rime écrite, mais qui ont de mauvaises performances avec l'implant, vous voyez qu'on a un pattern d'utilisation cérébrale qui est tout à fait différent, avec en particulier l'apparition de ces zones occipitales et une zone temporale droite. Quand on regarde ce qui se passe avec la lecture labiale, les mauvais lecteurs labiaux, c'est toujours ces mêmes zones qui sont engagées. Et également, encore ces mêmes zones lorsque l'on corrèle avec les mauvais scores d'implant. Et en particulier, cette zone temporale droite qui, normalement, ne doit pas être utilisée pour faire de la phonologie. Et donc là, on a une plasticité d'adaptation où ces patients vont aller demander au cerveau d'aller utiliser une zone qui n'est pas normalement faite pour la phonologie. Cette zone est décrite comme liée à la reconnaissance des émotions sur le plan facial et auditif. Donc certains patients, vous voyez, qui demandent un recrutement hémisphérique droit, sont les mêmes qui finalement ont une mauvaise lecture labiale et ont des mauvais résultats avec leur implant. Donc nous avons essayé de regarder également comment les zones interagissaient entre elles et ce qu'on appelle la connectivité fonctionnelle. Et nous sommes intéressés à vous voyez, ces zones qui regroupent les mauvais résultats avec l'implant, la mauvaise lecture labiale et cette zone phonologique droite. Et en fait, nous avons pu montrer qu'il existait des nouveaux réseaux puisque ces zones anatomiques interagissaient directement avec l'aire frontale inférieure gauche de Broca. Et ça, c'est un réseau qu'on ne trouve pas du tout chez les sujets contrôle. Donc il y a une réorganisation complètement nouvelle qui va demander au cerveau droit de s'engager dans finalement la phonologie écrite. Et donc c'est comme ça qu'on explique nos résultats comportementaux qui étaient tout à fait inattendus, c'est-à-dire que certains sujets vont se mettre complètement dans l'écrit et vont demander à leur cerveau d'être super puissants dans l'écrit, ça va devenir des très très bons lecteurs, en demandant au cerveau droit de rentrer dans le jeu et finalement ils vont chanter toutes les aires habituelles gauche et aller interagir directement avec les zones de haut niveau frontal de Broca. Donc on a bien là, on met en évidence une réorganisation qui va faciliter le traitement de la phonologie écrite. Donc si on regarde nos deux populations, entre les gens qui vont avoir une adaptation facile à l'implant et ceux qui vont avoir des résultats très décevants à 6 mois, vous voyez que ceux qui ont eu la capacité de développer une bonne lecture labiale avant l'implantation vont maintenir leur réseau phonologique physiologique gauche et on pense que la lecture labiale maintient ces réseaux normalement de façon tout à fait physiologique et ça va permettre, puisque c'est le réseau dédié à l'audition, une fois qu'on les implante, permettre des résultats faciles de compréhension du langage oral. Pour ceux qui sont malheureusement mauvais lecteurs labiaux, il y a un moment où on a beau essayer de lire sur les lèvres, on n'y arrive pas, on passe par l'écrit. Il est passé assez intuitif, mais malheureusement, en abandonnant la lecture labiale et en passant dans l'écrit, finalement, les patients vont utiliser, forcer leur cerveau à développer donc cette réorganisation droite qui va les aider à interagir en devenant des hyperlecteurs, mais une fois qu'on va vouloir les mettre dans l'audition et les implanter, le cerveau réorganisé va avoir du mal à intégrer ces nouvelles informations auditives. Ce qu'on ne sait pas, c'est que les résultats là sont à 6 mois d'implantation. Malheureusement, je suis partie à l'étranger, donc je n'ai pas pu reprendre les patients un peu plus tard, à 1 an. La question qui se pose, c'est est-ce que cette réorganisation va pouvoir être réversible, mais va prendre plus de temps que 6 mois, ou finalement c'est une réorganisation qui va être relativement fixée et va laisser perdurer de mauvais résultats. Donc si on veut conclure sur cette étude, on peut dire que la mémoire phonologique et ses réseaux vont se modifier s'ils ne sont pas entretenus par des influx auditifs ou par la lecture labiale, puisque finalement la lecture labiale va entretenir une mémoire phonologique.
et une mémoire auditive avec la correspondance avec les phonèmes réalisés par les lèvres. À partir du moment où on commence à avoir une difficulté de communication orale, ça va induire une plasticité spécifique, mais qui malheureusement va pouvoir être mal adaptative, parce qu'elle va engager des aires cérébrales qui normalement ne sont pas engagées de l'audition. Et ça peut compromettre le retour à l'oralité. Donc si on veut un petit peu aller plus loin, il serait intéressant sur les patients, dès la surdité moyenne, si on veut reprendre depuis le début de l'exposé, dès la surdité moyenne, il faut vraiment laisser les gens dans l'oralité, bien sûr les appareiller. Donc ça, je ne suis pas là ici pour vous dire qu'il faut appareiller les gens, je suis sur un public converti. Et on peut se poser la question d'un entraînement cognitif qui va favoriser le maintien des réseaux gauches. Voilà, je voulais remercier une fois de plus Arnaud de m'avoir invité à parler et Annelise Giraud avec qui j'ai fait ces travaux. Merci beaucoup.